Et bonjour, me voici pour la lecture hebdomadaire. Donc aujourd'hui, nous débutons un nouveau livre, créer un podcast en seulement 30 jours. 30 jours pour lancer, structurer et publier un podcast de qualité sans stress ni matériel compliqué de Julien Caron. Ce livre est aux éditions Pluméon. Vous avez une idée de podcast depuis des mois, peut-être même des années. Vous avez pensé au sujet, imaginé le format, rêvé des conversations que vous pourriez avoir. Mais vous n'avez toujours rien lancé. Parce qu'il vous manque du matériel, parce que vous ne savez pas par où commencer, parce que vous avez peur de mal faire. Et si dans 30 jours, votre podcast existait vraiment? Ce livre n'est pas un manuel technique de 300 pages, c'est un plan d'action concret, jour par jour, qui vous guide du premier questionnement jusqu'à la publication officielle, sans budget démesuré, sans connaissances techniques, sans passer 6 mois à tout préparer. Julien Caron a lancé son podcast en 2020 avec un micro à 40 euros et beaucoup de doutes. 3 ans plus tard, il anime toujours son émission sans studio ni équipe. Il partage ici tout ce qu'il a appris, les erreurs à éviter, les raccourcis à prendre et surtout la méthode pour transformer une idée en réalité. Jour 1, vous clarifiez votre motivation. Jour 16, vous enregistrez votre pilote. Jour 30, votre podcast est en ligne. Pas de promesses magiques. Pas de recette pour devenir viral. Juste une méthode honnête pour créer un podcast qui vous ressemble et qui tient dans la durée. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable. La question, c'est quand est-ce que vous commencez? Table des matières. Jour 1. Pourquoi voulez-vous lancer un podcast? Jour 2. Définir votre thématique. Jour 3. Identifier votre auditeur idéal. Jour 4 et 5. Choisir un format qui vous ressemble. Jour 6. Créer votre ligne éditoriale en une page. Jour 7. Ce qu'il vous faut comme matériel. Jour 8, 9. Acheter votre équipement de base. Jour 10, installez votre espace d'enregistrement. Jour 11 et 12, faire vos premiers tests audio. Jour 13, apprivoiser votre choix. Jour 14 et 15, préparez votre premier épisode pilote. Jour 16, enregistrez votre pilote. Jour 17 et 18, découvrir le montage. Jour 19, créez votre identité sonore. Jour 20 et 21, enregistrez vos 3 premiers épisodes. Jour 22 et 23, choisir votre plateforme. Jour 24 et 25, publiez votre podcast. Jour 26 et 27, mettre en place votre routine. Jour 28 et 29, gérer vos premiers retours. Jour 30, planifier les 3 prochains mois. Introduction. Pourquoi ce livre existe et pourquoi 30 jours, pas 3 mois? J'ai lancé mon premier podcast un mardi soir de novembre 2020 dans ma chambre d'amis avec un micro qui avait coûté moins cher qu'un dîner au restaurant. Je me souviens encore de ce moment où j'ai fixé l'écran de mon ordinateur pendant 10 bonnes minutes avant d'appuyer sur enregistrer. J'avais tout préparé, tout noté, tout répété dans ma tête. Pourtant, ce soir-là, j'ai failli tout annuler. Pas par manque de motivation, mais parce que je m'étais convaincu qu'il me manquait encore quelque chose. Un meilleur micro peut-être, ou une formation sur le montage audio, ou simplement plus de temps pour peaufiner mon concept. Ce qui m'a sauvé, c'est une phrase qu'un ami m'avait dite quelques jours avant. Il m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit « Arrête de préparer ton podcast, lance-le ». Sur le moment, j'avais trouvé ça brutal. Avec le recul, je me rends compte que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Parce que la vérité, c'est que je n'aurais jamais été vraiment prêt. On ne l'est jamais complètement. Et c'est en enregistrant qu'on apprend à enregistrer, pas en lisant des articles pendant des semaines. Effectivement, de mon côté, je vous témoignerai que plus je lis, moins je fourche en fait sur les choses que je peux lire, plus ma lecture devient fluide, etc. 3 ans plus tard, j'anime toujours ce podcast. Il n'a rien d'extraordinaire. Je ne suis pas devenu une star et mes épisodes ne font pas des millions d'écoutes. Mais il existe, il vit, il me ressemble et surtout, il m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Des collaborations, des rencontres, des opportunités professionnelles. Tout ça parce qu'un soir, j'ai décidé d'appuyer sur un bouton rouge. Pourquoi 30 jours alors? Parce que 30 jours, c'est assez long pour construire quelque chose de solide, mais assez court pour ne pas perdre en route. Pour ne pas se perdre en route.
C'est un délai qui oblige à avancer, sans laisser le temps au doute de s'installer. Trop de gens passent des mois à préparer leur podcast sans jamais le lancer. Ils lisent, ils comparent, ils hésitent et finalement ils abandonnent avant même d'avoir commencé. Pas par manque de talent ou d'idées, mais parce qu'ils se sont noyés dans la préparation. Ce livre n'est pas un manuel technique de 300 pages. Ce n'est pas non plus un guide bourré de jargon et de conseils inapplicables. C'est une feuille de route simple, concrète, pensée pour quelqu'un qui veut lancer un podcast sans y passer 6 mois. Chaque jour a son objectif, chaque étape a son utilité. À la fin des 30 jours, vous n'aurez peut-être pas le podcast parfait, mais vous aurez un podcast qui existe et c'est déjà énorme. J'ai écrit ce livre pour la personne que j'étais en 2020, celle qui voulait créer, mais qui avait peur de mal faire. Celle qui cherchait des réponses claires sans tomber dans des tutoriels interminables. Celle qui avait besoin qu'on lui dise « Voilà ce que tu fais aujourd'hui et demain, on verra la suite ». Si c'est votre cas, ce livre est fait pour vous. Si vous cherchez la recette miracle pour devenir viral en 2 semaines, passez votre chemin. Ici, on parle de création réelle, pas de fantasme marketing. Dans les pages qui suivent, je vais vous guider jour après jour, du premier questionnement à la publication officielle. Je vais vous expliquer ce qui compte vraiment et ce qui peut attendre. Je vais vous montrer comment éviter les pièges dans lesquels je suis tombé et comment avancer même quand vous aurez l'impression de ne pas savoir ce que vous faites. Parce que c'est normal de ne pas tout maîtriser au début. Ce qui compte, c'est d'avancer quand même. Alors si vous êtes prêt à passer de « j'aimerais bien lancer un podcast » à « j'ai lancé mon podcast », tournez la page, on commence demain. Chapitre 1, jour 1, clarifier pourquoi vous voulez vraiment lancer un podcast. Le premier jour n'est pas technique. Il n'y a rien à acheter, rien à installer, rien à enregistrer. Ce jour-là, vous allez simplement vous poser une question que beaucoup de gens évitent. Pourquoi est-ce que je veux vraiment faire ça? Et je dis bien vraiment, parce qu'il y a souvent un décalage entre ce qu'on croit vouloir et ce qu'on veut réellement. Quand j'ai commencé à réfléchir à mon podcast, je me suis dit que c'était pour partager mes idées sur l'entrepreneuriat. C'était vrai, en partie. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte que ce n'était pas la seule raison. Je voulais aussi me prouver que j'étais capable de créer quelque chose seul, de A à Z, sans attendre qu'on me donne une permission ou une validation. Je voulais construire un projet qui ne dépende de personne d'autre que moi. Et je voulais très honnêtement avoir une excuse pour rencontrer des gens intéressants et apprendre de leur parcours. Tout ça, c'était mon pourquoi, réel. Pas juste partager mes idées. Pourquoi c'est important de clarifier ça dès le début? Parce que votre motivation va être testée, très vite d'ailleurs, dès que vous allez enregistrer vos premiers épisodes et le trouver nul, dès que vous allez publier et ne recevoir aucun retour pendant des semaines, dès que vous allez vous demander pourquoi vous perdez votre temps alors que personne ne semble écouter. C'est un petit peu mon cas actuellement. Le nombre d'abonnés monte petit à petit, mais il faut du temps pour tout ça. Je n'ai pas encore mes premiers vrais commentaires sur mes vidéos. Ça viendra, je le déclare, dans le nom de Jésus. Si votre seule raison de faire un podcast, c'est d'avoir du succès rapide ou de devenir connu, vous allez abandonner. Parce que ça ne vient pas tout de suite. Parfois, ça ne vient même jamais. En revanche, si votre raison est plus profonde, plus personnelle, plus liée à ce que le processus vous apporte, plutôt qu'au résultat immédiat, alors vous tiendrez. Alors en ce qui me concerne personnellement, c'est pour partager ma conviction chrétienne, c'est pour une mission d'évangélisation. Voilà. Je relis cette phrase, pourquoi elle m'a fait penser. En revanche, si votre raison est plus profonde, plus personnelle, plus liée à ce que le processus vous apporte, plutôt au résultat immédiat, alors vous tiendrez. Vous continuerez même quand les chiffres seront bas, même quand vous aurez l'impression de parler dans le vide. Parce que vous retirez du podcast, parce que ce que vous retirez du podcast, ne dépendra pas uniquement de l'audience, mais de ce que vous construisez pour vous-même. Donc effectivement, c'est une banque de données. Je suis à pour Réveil Chrétien en Auvergne, je suis à plus de 200 heures de contenu maintenant. Et c'est énormément de connaissances spirituelles chrétiennes qui seront au bénéfice d'une multitude. Réveil Chrétien en Auvergne, pourquoi? Parce que dans les temps compliqués dans lesquels nous sommes, nous
sommes face à une crise systémique. Je souhaite apporter la bonne nouvelle au milieu de tout ça. Voilà, on voit également à nouveau des conversions chrétiennes et participer à ce réveil. Voilà. Je connais quelqu'un qui a lancé un podcast pour structurer sa pensée. Et également, ça y est, ça me revient à la chose que je voulais vous partager en tant que maître de cérémonie funéraire. Comme j'aime dire, je suis né pour écrire et pour parler. En fait, ces lectures de livres délient ma langue et je deviens de plus en plus fluide dans ma manière de parler et dans ma manière de lire, ce qui est également au bénéfice de cette mission de maître de cérémonie funéraire et pour les familles que j'accompagne. Il enregistrait ses réflexions sur des livres qu'il lisait, sans savoir si quelqu'un écouterait un jour. Résultat, il a tenu 2 ans et aujourd'hui son émission compte une petite communauté fidèle qui attend chaque épisode. Effectivement, il faut du temps pour tout ça. Ça travaille notre patience, notre endurance, etc. Mais tout travail, un jour, finit par payer. Mais même si personne n'avait écouté, il aurait continué parce que le podcast lui servait d'abord à lui. Donc, ce côté que je vous disais que ça développe mes capacités d'élocution en tant que maître de cérémonie funéraire. C'est ça, un pourquoi solide. Les mauvaises raisons qui ne tiennent pas dans le temps. Il y a des motivations qui ne fonctionnent pas sur la durée. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles ou condamnables, mais simplement qu'elles ne suffisent pas à maintenir un projet créatif sur plusieurs mois. Par exemple, vouloir lancer un podcast parce que tout le monde en fait un ou parce que ça a l'air facile. Spoiler, ce n'est pas facile. Enfin, si techniquement, c'est accessible. Mais maintenir une régularité, trouver des sujets, des doutes, gérer les doutes, ça demande de l'énergie. Si votre seul moteur, c'est l'effet de mode, vous allez vite vous essouffler. Je relis. Enfin, si techniquement c'est accessible, mais maintenir une régularité, donc en ce qui me concerne, les lives tous les mardis soirs et les lectures de livres, une fois par semaine, de livres chrétiens, soit le vendredi, soit le samedi. Mais maintenir une régularité, trouver des sujets, gérer les doutes, ça demande de l'énergie. Si votre seul moteur, c'est l'effet de mode, vous allez vite vous essouffler. Autre piège, vouloir un podcast pour gagner de l'argent rapidement. Effectivement, on ne devient pas tous youtubeurs milliardaires. C'est faux de penser ce genre de choses. Ça peut devenir un complément de salaire, c'est la vérité. Je vous ai lu le livre Youtubeur ces dernières semaines. Je vous invite à réécouter ces vidéos que vous trouverez dans la playlist Ministère médiatique. Voilà. On ne devient pas tous youtubeurs milliardaires. C'est une fausseté, c'est une hérésie. Par contre, ça peut devenir un complément de salaire. Et moi, en tant que maître de cérémonie, si demain je peux compléter mon salaire, je suis maître de cérémonie vacataire, 50 heures par mois. Si je peux compléter mon salaire avec ma création artistique, ce ministère médiatique, alors gloire à Dieu. Je ne dis pas que c'est impossible de monétiser un podcast, mais il faut être lucide. Ça prend du temps, beaucoup de temps, et ça nécessite une audience conséquente. Si vous commencez avec l'idée que dans 3 mois, vous allez vivre de votre émission, vous risquez d'être très déçu. Mieux vaut voir le podcast comme un investissement à long terme qui peut potentiellement générer des revenus, mais qui doit d'abord exister pour lui-même. Enfin, il y a ceux qui lancent un podcast pour se faire connaître, sans savoir exactement pourquoi ils veulent être connus, juste pour être connus. C'est une motivation creuse, je dirais même de l'orgueil en ce qui me concerne, qui ne résiste pas à l'épreuve du temps. Si vous ne savez pas ce que vous voulez apporter, ce que vous voulez dire ou ce que vous voulez construire, vous allez tourner en rond. Alors en ce qui me concerne, Réveil chrétien en Auvergne, c'est pour la gloire de Dieu et ce n'est pas pour ma propre gloire. Comment trouver votre vraie motivation ? Prenez une feuille de papier ou ouvrez un document vierge. Écrivez cette phrase. Je veux lancer un podcast parce que. Et complétez-la. Sans réfléchir. Sans vous censurer. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, relisez ce que vous avez écrit. Et demandez-vous, est-ce que ces raisons tiennent si personne n'écoute pendant 6 mois ? Est-ce que je continuerai quand même ? Si la réponse est oui, vous avez une bonne base. Si la réponse est non, ce n'est pas grave. Ça veut juste dire qu'il faut creuser un peu plus. Peut-être que vous voulez créer pour apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous voulez structurer vos réflexions. Peut-être que vous voulez rencontrer des gens, vous challenger ou simplement avoir un espace à vous.
Tout ça, ce sont de bonnes raisons, des raisons qui ne dépendent pas uniquement du regard des autres. Alors, en ce qui me concerne, le fait de faire ces lectures hebdomadaires une fois par semaine, ces lectures de livres chrétiens une fois par semaine, le fait de faire ces lectures, en fait, je grandis en connaissances parce que non seulement je vous apporte ces connaissances, non seulement je me les apporte à moi-même. En fait, ça me force de lire ces livres que je lirais peut-être pas forcément si je n'avais pas de lecture hebdomadaire de podcasts. Voilà. Concernant les lives, les mardis, c'est énormément d'échanges, beaucoup d'humanité. On a un groupe d'amis qui se retrouvent autour de Jésus pour le bénéfice des uns et des autres, pour l'avancement spirituel des uns et des autres. Et c'est extrêmement, voilà, c'est extrêmement édifiant. Quand j'ai fait cet exercice, j'ai réalisé que je voulais un projet qui soit entièrement à moi. Dans mon travail, je dépendais toujours de clients, de deadlines, de validation. Le podcast, c'était un espace où je décidais de tout. Le rythme, le contenu, le ton. Personne ne pouvait me dire non, fais autrement. Cette autonomie, c'était ma vraie motivation. Et c'est pour ça que j'ai tenu, même quand les débuts étaient compliqués. Comme j'aime dire également de mon côté, je me retrouve dans mon lieu secret et je grandis en connaissance. Ce que vous devez retenir de ce premier jour, vous ne pouvez pas lancer un podcast sans savoir pourquoi. Vous le faites. Pas de manière superficielle, mais vraiment. Parce que ce pourquoi va vous apporter les jours où vous aurez envie de tout lâcher. Parce que ce pourquoi va vous porter les jours où vous aurez envie de tout lâcher. Il va vous rappeler pourquoi vous avez commencé et pourquoi ça vaut le coup de continuer. Prenez le temps aujourd'hui de mettre des mots sur votre motivation. Notez-la quelque part. Vous y reviendrez plus tard et vous vous en souviendrez au moment où vous en aurez le plus besoin. Demain, on passera à la suite, mais aujourd'hui, restez-en là. Une bonne fondation, c'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Chapitre 2, jour 2. Alors en ce qui me concerne, je ne vais pas vous faire une lecture par jour. Je vais continuer dans la lecture parce que ça fait, je vous dis, j'ai dépassé la 100e vidéo sur YouTube de presque 2 heures chacune, donc 200 heures de contenu. Donc voilà, j'ai une certaine expérience déjà, donc je vais continuer la lecture de ce livre. Chapitre 2, jour 2. Définir votre thématique sans vous enfermer. Donc en ce qui me concerne, c'est le décryptage de l'actualité à la lumière de l'évangile. C'est l'évangile, réveil chrétien en Auvergne, mais également, ça ne m'empêche pas d'aborder justement ces actualités, de débattre de sujets d'actualité même. Voilà. Le deuxième jour, on attaque un sujet qui fait peur à beaucoup de monde. Choisir une thématique. Pas un titre définitif, pas un concept ultra précis, juste un territoire dans lequel vous allez évoluer. Alors en ce qui me concerne, encore une fois, Réveil chrétien en Auvergne, c'est le christianisme dans le sens large. Et je dis bien territoire, parce que l'idée n'est pas de vous enfermer dans une niche tellement étroite que vous allez vous ennuyer au bout de 5 épisodes. L'objectif, c'est de poser un cadre assez clair pour que les gens comprennent de quoi vous parlez, mais assez souple pour que vous puissiez respirer. Quand j'ai commencé, je voulais faire un podcast sur l'entrepreneuriat. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est vague. Il y a des milliers de podcasts sur ce thème. Certains parlent de levée de fonds, d'autres de business en ligne, d'autres encore de mindset ou de productivité. Moi, je ne savais pas exactement où me positionner. Alors, j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai trop réfléchi. J'ai passé des semaines à essayer de trouver la bonne accroche, la formule magique qui ferait que mon podcast serait unique. Résultat, je n'ai rien lancé pendant des mois. Ce qui m'a débloqué, c'est de comprendre que je n'avais pas besoin de tout savoir dès le départ. Alors, en ce qui me concerne, dans mon cheminement, j'ai débuté les lives bien avant la création de la chaîne YouTube. Je faisais les lives sur WhatsApp. Sauf que pour moi, c'était à fond perdu. Alors, ça n'a pas été vraiment à fond. D'un côté, c'était à fond perdu parce que ces échanges n'étaient pas enregistrés et je ne pouvais pas les transformer donc en vidéo YouTube qu'on peut retrouver avec le temps. Mais ça m'a entraîné justement pour le moment où j'ai lancé la chaîne YouTube. Que ma thématique pouvait évoluer, que je pouvais partir d'un angle large et affiner en cours de route. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir les thématiques parfaites tout de suite, c'est d'en avoir une qui vous donne envie de parler. Partir de ce qui vous intéresse vraiment.
Ça paraît évident, mais beaucoup de gens choisissent leur thématique en fonction de ce qui marche, plutôt que de ce qui les passionne. Ils regardent les podcasts qui ont du succès et se disent, tiens, je vais faire pareil. Justement, la réussite, c'est de faire ce que les autres ne font pas. Le problème, c'est que si le sujet ne vous intéresse pas vraiment, vous allez vous épuiser très vite. Enregistrer un épisode par semaine ou même un par mois, ça demande de l'énergie. Si vous n'avez pas de plaisir à le faire, ça devient une corvée. Alors en ce qui me concerne, je fais 2 enregistrements par semaine, presque 4 heures d'enregistrement par semaine. Donc si mon sujet ne me passionnait pas vraiment, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais abandonné. Mais je suis un véritable passionné de Jésus-Christ, un véritable passionné du christianisme, dans le sens large. Moi, j'aime l'entrepreneuriat discret, pas les success stories de licorne ou les levées de fonds à plusieurs millions. Je préfère les histoires de gens qui ont monté un projet à côté de leur travail, qui ont galéré, qui ont recommencé et qui ont fini par créer quelque chose de stable. C'est ça qui me passionne. Alors c'est devenu mon angle. Pas l'entrepreneuriat en général, mais l'entrepreneuriat accessible, sans paillettes ni bullshit. Vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce dont vous pourriez parler pendant des heures sans vous ennuyer? Alors, en ce qui me concerne, comme j'aime dire quand j'ouvre la bouche, c'est pour parler de Jésus. Ça peut être un sujet sérieux ou léger, technique ou grand public, peu importe. L'important, c'est que ce soit sincère. Parce que si vous êtes sincère, ça s'entend. Et les gens qui vous écoutent le sentent. Trouvez un angle sans se prendre la tête. Une thématique, ce n'est pas juste un mot. C'est une combinaison de plusieurs éléments. Un sujet de base, plus un angle, plus un ton. Par exemple, si vous voulez parler de cuisine, vous pouvez choisir plein d'angles différents. La cuisine rapide pour les gens pressés, la cuisine végétarienne pour débutants, les histoires derrière les recettes de famille, les erreurs courantes en pâtisserie. Chaque angle crée un podcast différent, même si le sujet de base est le même. Ce qui aide, c'est de croiser vos centres d'intérêt avec votre propre existence ou votre personnalité. Dans le milieu chrétien, c'est ce qu'on appelle le témoignage, de témoigner ce qu'on expérimente spirituellement et avec Jésus. Je fais une petite parenthèse. Hier, j'étais de cérémonie funéraire, donc au crématorium de Clermont-Ferrand. Puis ensuite, mon patron, pour la pompe funèbre pour laquelle je travaille, m'envoie faire des papiers à la mairie de Clermont-Ferrand, à l'état civil. Et à mon retour, j'avais une voiture juste devant moi. Sur sa plaque d'immatriculation était écrit 777, 3 x 7. En gros, ce que j'aime dire, c'est les clins d'œil de Dieu qui nous dit, je suis là juste à côté de toi, je suis souverain sur toute situation, je suis au contrôle de toute situation, et dans cette mission de maître de cérémonie, tu es dans le plan que j'ai pour ta vie. Si vous êtes quelqu'un de très organisé, peut-être que vous pouvez parler de productivité avec un angle minimaliste. Si vous êtes curieux et que vous aimez rencontrer des gens, peut-être que vous pouvez interviewer des profils atypiques. Si vous aimez vulgariser des sujets complexes, peut-être que vous pouvez rendre accessibles des thèmes qui font peur. L'erreur, c'est de vouloir être trop original dès le départ. Vous n'avez pas besoin d'inventer une thématique qui n'a jamais été traitée. D'ailleurs, elle n'existe probablement pas. Ce qui fera la différence, ce n'est pas le sujet en lui-même, c'est votre façon de l'aborder. Effectivement, c'est des personnalités qui plaisent, c'est des tons de voix, c'est des positions qui plaisent, etc. Votre choix, votre point de vue, vos exemples, tout ça, c'est unique. Personne ne parlera exactement comme vous. Ce qu'on aime dire dans le milieu funéraire également, c'est qu'il n'y a pas un maître de cérémonie qui est le même, en fait. Je suis, comme j'aime dire, en ce qui me concerne, je suis le chrétien du funéraire à Clermont-Ferrand. Évitez le piège de la niche ultra précise. Il y a un conseil qu'on entend souvent. Choisissez une niche précise pour vous démarquer. C'est vrai, en partie. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, qui consiste à se dire qu'on va faire un podcast ultra spécialisé sur un sujet tellement pointu qu'on va vite tourner en rond. Parce que oui, vous allez peut-être attirer une petite audience très ciblée, mais vous allez aussi vous retrouver à court d'idées après 10 épisodes. Mieux vaut partir d'un territoire un peu large et le préciser au fur et à mesure. Vous verrez rapidement ce qui fonctionne, ce qui vous plaît et ce qui intéresse vos auditeurs. Et vous pourrez ajuster en conséquence. Mon podcast a commencé de manière assez générale. Et c'est avec le temps que j'ai affiné mon positionnement. Aujourd'hui, je sais exactement de quoi je parle et pour qui.
Mais je ne le savais pas le jour 2. L'autre piège, c'est de choisir une thématique juste parce qu'elle semble rentable ou tendance. Si vous n'avez pas de lien personnel avec le sujet, ça va se sentir. Les gens ne sont pas idiots. Ils entendent quand quelqu'un parle de quelque chose qui le passionne vraiment et quand quelqu'un récite un script. Alors en ce qui me concerne, ces lectures de livres hebdomadaires sont un enrichissement personnel, un enrichissement en connaissances qui est au profit de toutes les personnes qui se connectent les mardis soirs lors des lives. Voilà, donc c'est complémentaire. Même le meilleur montage du monde ne peut pas compenser un manque d'authenticité. Posez votre thématique en une phrase. À la fin de ce deuxième jour, vous devriez pouvoir résumer votre podcast en une phrase simple. Pas un pitch marketing, pas un slogan travaillé. Juste une phrase claire qui dit « Mon podcast parle de, en ce qui me concerne, christianisme pour les chrétiens, mais également toute personne curieuse qui a envie de grandir en connaissance chrétienne, avec un angle, en ce qui me concerne, c'est vraiment le réveil des masses. Et ce qui m'a amené dans la vie chrétienne, c'est une soif de justice et de vérité. Comme j'aime dire, je suis un peu une sentinelle de Dieu également. Par exemple, mon podcast parle d'entrepreneuriat pour les gens qui veulent créer sans tout quitter avec des histoires vraies et sans bullshit. Ou mon podcast parle de parentalité pour les parents débordés avec des conseils courts et applicables. Ou encore, mon podcast parle de lecture pour ceux qui n'ont jamais le temps avec des résumés et des recommandations. Comme j'aime dire également, ces lectures hebdomadaires pour Réveil chrétien en Auvergne, on a tous des enceintes connectées. Le fait, donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps, beaucoup de personnes sont dans un style de vie où ils vivent à 200 à l'heure, ils courent toute la journée. Parfois, on est bloqué dans les embouteillages. Eh ben, je lis les livres à votre place et vous pouvez les écouter en audio quand vous êtes dans votre voiture ou quand vous êtes en train de faire la vaisselle. Écrivez cette phrase, gardez-la quelque part. Elle va évoluer, c'est normal, mais elle vous donne une direction. Et surtout, elle vous évite de partir dans tous les sens. Parce que quand vous aurez un doute sur un épisode, vous pourrez vous demander est-ce que ça colle avec ma phrase? Si oui, vous êtes dans le bon chemin. Sinon, peut-être qu'il faut recadrer. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de tout verrouiller. Vous avez juste besoin de savoir dans quelle direction vous allez. Le reste viendra en marchant. Comme dirait Pierre-Emmanuel Jean, pasteur de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand, un GPS, il se m'a parlé quand on est en mouvement. Si on reste dans l'inaction, le GPS ne peut pas nous parler. Chapitre 3, jour 3, identifiez votre auditeur idéal et arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Tellement vrai. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Encore une fois, il y a dans le milieu funéraire, ce qu'on dit de notre côté, c'est qu'il n'y a pas un maître de cérémonie qui est elle-même. Je vais plaire à un certain type de public et à certaines familles, je ne plairai pas à d'autres. Il faut l'accepter. Et également ce verset biblique, si je plaisais encore aux hommes, est-ce que je servirais véritablement Dieu? Le troisième jour, on va parler d'un truc qui dérange beaucoup de monde. Acceptez que votre podcast ne sera pas pour tout le monde et que c'est une excellente nouvelle. Parce que plus vous essayez de plaire à tout le monde, plus vous risquez de plaire à personne. Ce qui fonctionne, ce n'est pas la masse, c'est la connexion. Et pour créer une connexion, il faut savoir à qui vous vous adressez. Effectivement, ce que j'aime dire, c'est que je ne suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité. Et on comprend bien qu'un podcast chrétien ne va pas plaire à un bouddhiste, pas forcément plaire à un bouddhiste, pas forcément plaire à un athée, pas forcément, voilà, tout le monde a des convictions différentes. Il faut l'accepter. Quand j'ai lancé mon podcast, je n'avais aucune idée de qui allait m'écouter. Je me disais vaguement que ça intéressait des gens qui aimaient l'entrepreneuriat, que ça intéresserait des gens qui aiment l'entrepreneuriat. Sauf que des gens qui aiment l'entrepreneuriat, ça ne veut rien dire. C'est trop large, trop flou. Résultat, mes premiers épisodes partaient dans tous les sens. Un coup, je parlais stratégie business, un coup mindset, un coup outils. Je ne savais pas vraiment à qui je m'adressais, alors je parlais un peu à tout le monde, et finalement à personne en particulier. Ce qui a changé la donne, c'est le jour où j'ai décidé de parler à une personne précise. Pas une cible marketing froide, pas un persona inventé de toutes pièces, mais quelqu'un de réel, un ancien collègue en fait. Quelqu'un qui avait envie de se lancer, mais qui ne savait pas, par où commencer, qui avait peur de se planter, peur de perdre son temps, peur de perdre son argent, peur de perdre son temps, 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 peur de perdre
peur de ne pas être légitime. À partir du moment où j'ai enregistré mes épisodes en pensant à lui, tout est devenu plus clair. Mon ton, mes exemples, mes conseils, parce que je savais à qui je parlais. Pourquoi c'est important de savoir pour qui vous créez? Parce que ça influence tout. Le ton que vous utilisez, les sujets que vous choisissez, la longueur de vos épisodes, même la manière dont vous structurez votre contenu. Si vous parlez à des gens qui n'ont aucune connaissance du sujet, vous allez prendre le temps d'expliquer les bases. Si vous parlez à des experts, vous allez droit au but. Si vous parlez à des gens pressés, vous allez faire des épisodes courts. Si vous parlez à des gens qui adorent se plonger dans un sujet, vous pouvez vous permettre des formats longs. Alors, en ce qui me concerne, mes vidéos font presque 2 heures chacune. Comme j'aime dire, je suis pas dans le fast food. Je suis dans la viande solide, dans le contenu. Voilà. Et en ce qui concerne le christianisme, on ne peut pas se permettre de survoler. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi de creuser le sujet, les sujets. Mais surtout, savoir à qui vous vous adressez vous aide à rester constant, parce que vous avez un fil rouge. Vous savez ce qui va intéresser cette personne, ce qui va l'aider, ce qui va résonner chez elle. Et du coup, vous ne vous dispersez pas. Vous ne vous demandez pas à chaque épisode si vous devriez changer de direction ou essayer un nouveau format. Vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Alors, Réveil chrétien en Auvergne, comme j'aime dire, je me revendique beaucoup plus protestant, évangélique, charismatique, connexion directe plutôt que du côté dogmatique. Donc, ça ne plaira pas non plus à toutes les familles chrétiennes. Voilà. Sans vouloir rentrer dans le jeu de la division des étiquettes, parce que la division est du diable, elle n'est pas de Dieu. Mais voilà, il faut savoir accepter tout ça. Je connais des podcasteurs qui ont mis des mois à trouver leur bon ton, leur ton, parce qu'ils essayaient de toucher trop large. Ils voulaient plaire aux débutants et aux confirmés, aux jeunes et aux moins jeunes, aux gens qui cherchent du divertissement et à ceux qui veulent du contenu sérieux. Résultat, ils ne plaisaient à personne vraiment. Ce n'est pas qu'ils faisaient mal les choses, c'est qu'ils étaient trop génériques, aucune aspérité, aucune personnalité, juste du contenu qui flotte. Comment définir votre auditeur sans tomber dans le cliché? Effectivement, je fais une parenthèse en ce qui me concerne, pour toute personne qui commence à me connaître et qui commence à connaître Réveil chrétien en Auvergne, je suis parfois dans un franc-parler, je suis parfois très tranchant. Je prends parfois position et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Oubliez les fiches persona avec femme, 35 ans, cadre sup, marié, 2 enfants. Ça, c'est utile pour vendre des produits, pas pour créer du contenu sincère. Ce qui compte, ce n'est pas l'âge ou la situation professionnelle de votre auditeur. C'est son état d'esprit. Alors, je relis, c'est son état d'esprit. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le frustre? Qu'est-ce qui le motive? Posez-vous ces questions. Votre auditeur, c'est quelqu'un qui veut apprendre quelque chose de nouveau ou quelqu'un qui veut se sentir moins seul. C'est quelqu'un qui cherche des réponses précises ou quelqu'un qui a juste besoin d'être inspiré. C'est quelqu'un qui a du temps devant lui ou quelqu'un qui écoute en faisant autre chose, grâce à ses enceintes connectées, encore une fois. Toutes ces réponses vont orienter votre contenu. Moi, mon auditeur idéal, c'est quelqu'un qui en a marre des discours de motivation creux, qui veut du concret, du vrai, du réaliste, qui ne rêve pas de devenir millionnaire en 2 ans, mais qui veut juste créer un projet qui lui ressemble et qui tient debout. Quelqu'un qui doute, qui se pose des questions, mais qui avance quand même. C'est cette personne-là que j'ai en tête quand j'enregistre, et ça change tout. Vous pouvez aussi penser à quelqu'un de réel, un ami, un membre de votre famille, un ancien collègue, quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce que vous avez à dire. Enregistrez comme si vous parliez à cette personne. Ça va naturellement influencer votre ton et vous allez être plus authentique, plus direct, plus humain. Acceptez que certains ne seront jamais votre public. Et c'est OK. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et franchement, ce n'est même pas souhaitable. Les podcasts les plus puissants, ceux qui créent une vraie communauté, ce sont ceux qui assument un point de vue, qui disent « voilà qui je suis, voilà ce que je défends ». Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça peut faire peur au début, parce qu'on a tous envie d'être aimés par le plus grand nombre. Mais en réalité, c'est en assumant vos choix que vous allez attirer les bonnes personnes. Effectivement, ça va attirer les personnes qui ont les mêmes points de vue que nous, les mêmes convictions que nous, qui partagent les mêmes idées, en fait. Voilà. Il y aura un tri
naturel, sélectif qui va s'opérer tout seul. Il y aura toujours des gens qui trouveront que vous parlez trop vite ou trop lentement, que vos épisodes sont trop longs ou trop courts, que vous êtes trop sérieux ou pas assez. C'est inévitable. C'est clair, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des détracteurs et des gens qui seront complètement pour, qui vont adorer. Et si vous essayez de contenter tout le monde, vous allez vous épuiser et perdre votre identité. Mieux vaut avoir 100 auditeurs qui adorent ce que vous faites que 1000 auditeurs tièdes qui écoutent distraitement. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté d'essayer de prendre mes épisodes grand public. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté d'essayer de rendre mes épisodes grand public. J'ai assumé mon ton direct, mes exemples tirés de mon expérience, mon refus de parler de sujets qui ne m'intéressent pas. Résultat, j'ai perdu quelques auditeurs. Oui, mais j'en ai gagné d'autres, bien plus engagés, qui me disent régulièrement que mes épisodes les aident vraiment, parce qu'ils se reconnaissent dans ce que je dis. Il y a une phrase que j'aimerais vous relire. Et si vous essayez de contenter tout le monde, vous allez vous épuiser et perdre votre identité. C'est clair, de savoir garder son identité. En ce qui me concerne, je vais conserver mon identité de chrétien. Ça, c'est clair. Et je vais complètement rejeter le péché, je vais lutter contre le péché, je vais dénoncer le péché. Voilà. Une chose que je voulais dire par rapport à cette phrase, c'est que si on veut être quelqu'un d'honnête, quelqu'un dans la vérité, alors on n'a pas de masque à porter, tout simplement. Écrire une phrase pour votre auditeur. Aujourd'hui, prenez quelques minutes pour écrire une phrase qui décrit votre auditeur idéal, par son profil socio-démographique, mais ce qu'il vit, pas son profil socio-démographique, mais ce qu'il vit, ce qu'il cherche. Par exemple, mon auditeur, c'est quelqu'un qui veut se lancer dans un projet créatif, mais qui ne sait pas par où commencer. Ou mon auditeur, c'est quelqu'un qui en a marre des discours formatés et qui cherche du vrai. Ou encore, mon auditeur, c'est quelqu'un qui veut comprendre comment fonctionne le monde sans se farcir des pavés de 500 pages. Alors, pour toutes les personnes, encore une fois, qui commencent à connaître Réveil chrétien en Auvergne, j'ai mis pour point d'orgue qu'on parle et qu'on témoigne de ce qu'on expérimente réellement. Parce que c'est bien de parler de la Bible, c'est bien de parler de l'Évangile, mais quel impact elle a dans ma vie? Qu'est-ce qui me prouve dans ma vie que l'Évangile, que la parole de Dieu est la vérité? Voilà, donc de parler de ce qu'on expérimente vraiment dans notre vie de tous les jours. Cette phrase, gardez-la visible, mettez-la sur votre bureau, dans vos notes, quelque part où vous la verrez souvent, parce qu'elle va vous guider. À chaque fois que vous préparez un épisode, demandez-vous, est-ce que ça va servir à cette personne? Est-ce que ça va résonner chez elle? Si oui, vous êtes sur la bonne voie. Demain, on passera au format, mais aujourd'hui, concentrez-vous sur cette personne, parce qu'au fond, un podcast, ce n'est rien d'autre qu'une conversation. Et pour qu'une conversation soit bonne, il faut savoir avec qui on parle. Lire ces livres me permet également, de mon côté, de me rendre compte qu'il y a des livres qui sont extrêmement faciles à lire, sur lesquels je vais très peu fourcher, et d'autres qui seront un petit peu plus difficiles à lire. Mais voilà, ça travaille ma précision de ces lectures. Chapitre 4, jour 4-5. Choisir un format qui vous ressemble. On arrive à un moment clé, choisir le format de votre podcast. Et là, il faut être honnête. Beaucoup de gens se plantent. Pas par manque de talent, mais parce qu'ils choisissent un format qui ne leur correspond pas. Et ils veulent faire comme tel ou tel podcast qu'ils admirent, sans se demander si ça colle vraiment avec leur personnalité, leur emploi du temps ou leur envie. Résultat, au bout de 3 épisodes, ils sont épuisés, ou pire, ils s'ennuient. Le format, ce n'est pas juste une question de durée ou de structure, c'est aussi une question de confort. Est-ce que vous êtes à l'aise en solo ou est-ce que vous préférez échanger avec quelqu'un? Est-ce que vous aimez préparer vos épisodes dans les moindres détails? Ou est-ce que vous préférez improviser? Est-ce que vous voulez quelque chose de court et punchy ou quelque chose de plus posé et approfondi? Toutes ces questions comptent. Parce qu'un format qui ne vous correspond pas, c'est un format que vous allez abandonner. Quand j'ai commencé, je voulais faire des interviews. Ça me semblait évident. Inviter des gens intéressants, leur poser des questions et les laisser parler. Sauf que dans la pratique, j'ai vite réalisé que ça me demandait beaucoup d'énergie. Trouver des invités, gérer les agendas, préparer les questions, m'adapter à des personnalités différentes. Au bout de 5 épisodes, j'étais crevé. Pas parce que je faisais mal les choses, mais parce que ce format ne correspondait pas à mon rythme.
j'ai fini par passer en solo. Et tout est devenu plus simple, plus fluide, plus naturel. En ce qui me concerne, je pourrais vous témoigner que pour les lives, les mardis de réveil chrétien en Auvergne, on est trois. On est régulièrement trois, chiffre 3, comme quoi Dieu dirige les choses. Euh, voilà, on est trois personnes, parfois deux. Ça me suffit. Et j'accepte que parfois des personnes se connectent, certains mardis, d'autres non. Je fais un clin d'œil à ma Danielle qui, ça fait 3-4 mardis, elle m'a suivi pendant très, très, très longtemps. Elle s'est connectée quasiment tous les mardis pendant très, très longtemps. Et là, elle passe une période où je la vois un peu moins. D'apprendre à accepter, en fait, que des personnes viennent, repartent, reviennent, etc. Et 3 personnes pour les lives, c'est très bien parce que ça laisse la place à tout le monde d'échanger. Ça laisse parce que si on était plus nombreux, en fait, ça devient beaucoup plus difficile de laisser la parole à tout le monde, en fait. Je suis sur un format de 2 heures, autant pour les lives, parce que avec ma chérie, on en discutait l'un de ces derniers soirs. On disait que 2 heures, ça passait finalement extrêmement vite. Quand on veut approfondir un sujet, quand on a des choses à dire, ça passe extrêmement vite. 2 heures, c'est bien. Et pour les lectures de livres, 2 heures également, ça permet d'approfondir les choses. Je resterai sur ce format-là parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans le fast-food. Je ne suis pas dans le rapide. Je ne suis pas pour les gens qui scrollent et puis sans approfondir les choses. Je suis pour les personnes. Je cherche à parler aux personnes qui cherchent justement à approfondir les choses. Voilà. Les principaux formats et ce qu'ils impliquent. Il y a plusieurs grandes familles de formats. Le solo, où vous parlez seul face au micro. C'est ce que je suis en train de faire là tout de suite. Je suis en train d'enregistrer, je suis seul face à mon micro, en train de vous lire ce livre. L'interview, où vous recevez des invités. C'est ce que je fais les mardis lors des lives. Donc voilà, je fais les deux. Le co-animé, où vous enregistrez avec une ou plusieurs personnes fixes. Le narratif, où vous racontez une histoire structurée. Et il y a aussi des formats hybrides qui mélangent plusieurs approches. Le solo, c'est ce qu'il y a de plus simple à organiser. Vous décidez quand vous enregistrez, de quoi vous parlez et combien de temps ça dure. Pas de coordination, pas de dépendance, mais ça demande d'être à l'aise avec sa propre voix et de savoir structurer un discours sans s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Certains adorent, d'autres trouvent ça trop solitaire. L'interview, c'est riche parce que vous bénéficiez du point de vue de vos invités. Vous apprenez, vous découvrez et vous offrez de la vérité à vos auditoires, à vos auditeurs, à votre auditoire, à vos auditeurs. C'est ce que j'aime dire en fait, ce que je prêche aux autres les mardis soirs, je le prêche y compris à moi-même et on grandit en connaissance, en sanctification, voilà, on grandit, ça c'est clair. Mais c'est aussi plus lourd à gérer. Il faut trouver des gens intéressants, les convaincre de participer, organiser les rendez-vous. Donc tous les lundis, sur le groupe WhatsApp et mes réseaux sociaux, je fais une annonce des lives des mardis soirs avec le sujet, la personne qui va apporter le sujet, et avec le lien de connexion à l'outil StreamYard que j'utilise pour les lives et les enregistrements. Gérer les retards, les annulations, les problèmes techniques. Donc toutes les vidéos, ce qui me concerne, derrière sont retravaillées pour enlever ce que j'appelle les blancs. Mais j'ai également cheminé sur ce point-là, c'est que je me rendais compte que je passais beaucoup trop de temps à enlever tous ces blancs. Aujourd'hui, je passe beaucoup moins de temps et dans une ère à l'intelligence artificielle, en fait, couper ces blancs sont également importants parce qu'ils permettent des pauses à la réflexion, en fait. J'ai également évolué sur ce point-là. Comme quoi, même en faisant tout ça, c'est en faisant qu'on apprend, en fait, et on grandit en connaissance. Si vous aimez rencontrer du monde et que vous avez le temps de coordonner tout ça, c'est un super format. Sinon, ça peut vite devenir une source de stress. Alors, en ce qui me concerne, les mardis soirs, je fais l'annonce les lundis et se connecte qui veut se connecter. Ces 2-3 derniers mardis, je me retrouve avec Chris, mon Esther, ma chérie. Voilà. Et peut-être que les semaines suivantes, il y aura plus de personnes. En tout cas, je l'accepte. Voilà. Le co-animé, c'est le meilleur des deux mondes pour certains. Vous n'êtes pas seul, vous avez une dynamique naturelle et c'est souvent plus léger, plus spontané. Mais il faut trouver la bonne personne, quelqu'un avec qui vous avez une vraie alchimie, avec qui vous pouvez vous engager sur la durée. Parce que si l'un de vous deux lâche, le podcast s'arrête. Alors, en ce qui me concerne, je fais un gros clin d'œil encore une fois à ma Danielle qui a été là, qui m'a tenu la main pendant de nombreux mardis.
Et puis, actuellement, c'est mon Esther, c'est Chris qui me tient la main et qui est présente avec moi ces mardis soirs. Gloire à Dieu. Et je fais complètement confiance en Dieu sur le fait qu'il placera toujours une, deux personnes à mon contact, à mes côtés pour ces lives, dans le nom de Jésus. Trouvez votre rythme de publication. Le format, c'est aussi le rythme. Combien d'épisodes par semaine, par mois? Quelle durée pour chaque épisode? Là encore, il n'y a pas de règle absolue. Certains podcasts sortent tous les jours, d'autres une fois par mois. Certains font 10 minutes, d'autres 2 heures. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez tenir dans le temps. Moi, j'ai commencé avec l'idée de publier un épisode par semaine. Ça me semblait raisonnable. Sauf que très vite, j'ai réalisé que je me mettais une pression énorme. Certaines semaines, je n'avais rien à dire, ou je n'avais pas le temps, ou je n'avais juste pas envie. Alors j'ai changé de rythme. Je suis passé à un épisode toutes les 2 semaines, puis à un rythme encore plus libre, sans date fixe. Ça a enlevé une charge mentale énorme. Et paradoxalement, j'ai recommencé à prendre du plaisir. Alors en ce qui me concerne pour le moment, et je dis même que ça continuera comme ça, c'est un live par semaine tous les mardis qui me permet de me retrouver avec les personnes qui souhaitent se connecter et de faire un travail également pastoral, de suivre les personnes qui se connectent à Réveil Chrétien en Auvergne lors de ces lives et les lectures hebdomadaires qui me permettent de grandir en connaissance au bénéfice justement des personnes qui se connectent les mardis et d'une multitude d'autres personnes. Ne vous mettez pas la pression avec un rythme impossible à tenir. Mieux vaut publier un épisode par mois de manière régulière pendant 2 ans que publier 3 épisodes par semaine pendant 2 mois avant de craquer. La régularité, ce n'est pas forcément la fréquence, c'est la constance. Vos auditeurs s'habitueront à votre rythme, quel qu'il soit, tant qu'il est fiable. Quelle durée pour vos épisodes? Là aussi, pas de règle universelle. Certains sujets se traitent en 15 minutes, d'autres demandent 1 heure. En ce qui me concerne, je resterai sur le modèle 2 heures. Ce qui compte, c'est de respecter le temps de votre auditeur. Si vous dites que vos épisodes durent 20 minutes, ne faites pas 1 heure. Si vous annoncez du contenu dense, ne tournez pas autour de votre pot pendant 30 minutes avant d'arriver au sujet. Moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait faire des épisodes longs pour être crédible, comme si la durée était un gage de qualité. Jusqu'à ce que je réalise que mes meilleurs épisodes, ceux qui généraient le plus de retours, étaient souvent les plus courts. Parce qu'ils allaient droit au but. Parce qu'ils étaient denses. Aujourd'hui, mes épisodes font entre 20 et 40 minutes. Pas parce que j'ai décidé d'un format strict, mais parce que c'est la durée naturelle pour traiter mes sujets sans faire de remplissage. En ce qui me concerne, la durée naturelle, je la place à 2 heures. Observez quand on fait quand on fait une cellule, quand on appartient à une cellule d'église physique, c'est-à-dire qu'on se retrouve réellement, on se rend bien compte qu'il faut 2 heures pour répondre aux besoins de tout le monde, prier pour tout le monde, etc., etc. Donc les lives resteront sur le modèle 2 heures. Actuellement, c'est les mardis soirs, 18h30, 20h30. Je resterai sur un modèle live une fois par semaine. Et les lectures de livres, encore une fois, il faut bien 2 heures pour aborder les sujets, creuser un sujet. Et il faut que j'avance également au niveau de la lecture de ces livres. Et également, la chose intéressante, c'est que ça crée du contenu et on sait qu'une chaîne YouTube monte dans les algorithmes quand il y a du contenu. Voilà. Observez aussi le contexte d'écoute de votre audience. Si vos auditeurs écoutent en faisant du sport ou en allant au travail, ils n'ont peut-être pas envie d'un épisode de 2 heures. En revanche, s'ils écoutent chez eux tranquillement, installés, ils apprécieront peut-être du contenu plus long. Adaptez-vous. Testez et ajustez sans culpabiliser. Votre format n'est pas figé pour toujours. Vous avez le droit de changer d'avis, d'essayer quelque chose pendant quelques épisodes, de voir ce que ça donne et de pivoter si ça ne fonctionne pas. Beaucoup de podcasteurs qui durent ont changé de format en cours de route. Certains ont commencé en solo et sont passés à l'interview. D'autres ont fait l'inverse. Certains ont raccourci leurs épisodes, d'autres les ont allongés. Ce n'est pas un échec, c'est une évolution. L'important, c'est de ne pas vous enfermer dans un choix qui vous pèse. Si au bout de 10 épisodes, vous vous rendez compte que le format ne vous convient plus, changez-le. Expliquez-le à vos auditeurs si vous le souhaitez ou faites-le simplement sans en faire tout un plat. Les gens qui vous écoutent régulièrement s'adapteront. Et ceux qui ne s'adapteront pas, tant pis. Votre podcast doit d'abord vous correspondre à vous.
Aujourd'hui, prenez le temps de poser sur papier le format qui vous semble le plus naturel, pas le plus impressionnant, pas le plus tendance, le plus naturel, celui qui vous donne envie d'enregistrer, parce que c'est ça qui va compter sur la durée. Chapitre 5, jour 6, créez votre ligne éditoriale en une page. Le 6e jour, on va faire un exercice que beaucoup de gens trouvent inutile au début, mais qui se révèle essentiel dès qu'on commence à enregistrer, écrire sa ligne éditoriale. Pas un document de 20 pages avec des schémas compliqués, juste une page claire qui résume ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous comptez le faire. Une sorte de boussole qui vous rappelle où vous allez quand vous avez un doute. Quand j'ai commencé, je n'avais rien de tout ça. Je fonctionnais à l'instinct. Un jour, j'avais envie de parler de productivité. Alors, je faisais un épisode sur la productivité. Le lendemain, j'avais envie de parler de mindset. Alors, je faisais un épisode sur le mindset. Ça partait dans tous les sens. Et très vite, j'ai eu des retours de gens qui me disaient « Je ne comprends pas trop à quoi sert ton podcast. » Des fois, c'est bien, mais je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. L'esprit est en train de me parler en même temps que je suis en train de vous faire cette lecture. Également, ce que j'ai mis pour Point d'orgue pour Réveil chrétien en Auvergne, c'est parti, en fait, je faisais lors de mes cérémonies, parfois en tant qu'agent funéraire, en tant que maître de cérémonie funéraire, on attend les familles à l'extérieur de l'église. Parfois, on est dans l'église, parfois, on est à l'extérieur. Encore plus quand on arrive dans cette période estivale où il fait beau dehors. Et je me suis mis à faire ce qu'on appelle les boîtes à livres dans certaines communes. Et j'ai retrouvé des vieux livres, des anciens livres chrétiens, en fait. Et ça m'a donné l'idée de de relire des anciens livres chrétiens. On a à apprendre de nos anciens, on a à apprendre des siècles derniers à la lumière des projecteurs. Voilà, donc de relire ces livres en audio. C'est là que j'ai compris qu'il me fallait un fil rouge, quelque chose qui structure mes choix. Pas pour me limiter, mais au contraire pour me donner une direction claire. Depuis que j'ai posé ma ligne éditoriale sur une page, je ne me pose plus de questions. Je sais ce qui rentre dans mon podcast et ce qui n'y entre pas. Je sais quel ton utiliser, quel sujet privilégier et surtout, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Qu'est-ce qu'une ligne éditoriale concrètement ? C'est un document simple qui répond à quelques questions essentielles. De quoi je parle, pour qui, dans quel but, avec quel ton, à quelle fréquence, quel est mon angle ? Qu'est-ce qui fait que mon podcast est différent des autres sur le même sujet ? Vous n'avez pas besoin de réponses longues et travaillées, juste des réponses claires en quelques phrases. En ce qui me concerne, j'ai vu qu'il y avait très très peu de personnes, très très peu de chrétiens qui lisaient des livres chrétiens, qui transformaient des livres chrétiens, qui les lisaient et qui les transformaient en audio. Et en ce qui me concerne, et en ce qui concerne les lives également du mardi soir, j'ai constaté que très très peu de personnes le faisaient. Voilà. Donc c'est un créneau en ce qui me concerne. Prenez une feuille ou ouvrez un document et répondez à ces questions. Mon podcast parle de 3 petits points. Pour aider, 3 petits points. À objectif, 3 petits points. Le ton est adjectif. Adjectif et adjectif. Les épisodes durent environ 3 petits points et sortent rythme. Mon angle, c'est ce qui vous différencie. Voilà. Vous avez votre ligne éditoriale. Donc, si je prenais de mon côté pour Réveil chrétien en Auvergne, mon podcast parle de christianisme dans le sens large pour aider les personnes qui ont envie de grandir en connaissance chrétienne, mais également des personnes qui ont besoin de recevoir la délivrance, la guérison, une compréhension spirituelle par rapport à leurs problèmes. Donc, l'objectif de ces podcasts, c'est de nous édifier les uns les autres. Le ton est assez direct, je dirais. Comme j'aime dire, j'ai du mal avec ceux qui pioncent. Les épisodes durent environ 2 heures et sortent donc une fois un live par semaine et une lecture de livres par semaine. Mon angle, c'est donc, je dirais, un ton très direct. C'est ce qui me différencie. Voilà, vous avez votre ligne éditoriale. Moi, la mienne tient en 5 lignes. Mon podcast parle d'entrepreneuriat discret pour aider les gens qui veulent créer sans tout quitter à passer à l'action. Le ton est direct, sincère, sans bullshit. Les épisodes durent entre 20 et 40 minutes et sortent toutes les 2 semaines. Mon angle, c'est de parler de ce qui marche vraiment, sans paillettes ni succès story irréaliste. C'est simple, c'est clair et ça me guide à chaque épisode. Également, je dirais, ce qui me différencie ou ce qui est une ligne directrice de Réveil chrétien en Auvergne, c'est la justice et la vérité. Le verset biblique qui m'a amené dans ma marche chrétienne,
c'est Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Également, une lutte et un soutien pour les agriculteurs. Je suis plus un paysan qu'un citadin. Et également, une vérité, une justice par rapport, je dirais, à la médecine mercantile financière. Voilà. J'ai un tracé de vie qui fait que j'ai connu la psychologie, la psychiatrie. J'ai eu des années très, très sombres, comme j'aime le dire. J'ai pris des antidépresseurs pendant des années, gloire à Dieu qui m'en a délivré. Et aujourd'hui, je souhaite apporter quelques vérités sur ces sujets. Également, cette crise Covid qu'on a vécue en 2020, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur la corruption de ce monde. Et j'ai une certaine soif de justice et de vérité concernant ce sujet également. Également, ce qui m'est insupportable, c'est de constater que ce sont ceux qui nous nourrissent, les agriculteurs, qui aujourd'hui, parfois, crèvent la dalle. Ça m'est insupportable et je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, des prises de position. J'ai longtemps été un manifestant. J'ai été syndiqué avant de rendre ma carte, avant de me rendre compte de certaines choses. J'ai été gilet jaune. J'ai été dans ces manifestations. Je dirais qu'aujourd'hui, ma lutte, elle est aujourd'hui différente et elle passe par mes écrits et par mes prises de parole, et notamment donc ces podcasts. Donc, le verset biblique qui m'a amené dans ma marche chrétienne, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et là où il y a l'esprit, là est la liberté. On se rend bien compte qu'on est dans un monde qui cherche à nous enchaîner de toutes parts et justement d'apporter cette sainte liberté à un maximum de personnes et de leur démontrer qu'il est possible de vivre autrement que le voudrait ce système mondialiste satanique. Voilà. Pourquoi ça vous évite de partir dans tous les sens? Parce qu'avec une ligne éditoriale, vous avez un filtre. À chaque fois que vous avez une idée d'épisode, vous vous demandez, est-ce que ça colle avec ma ligne? Si oui, vous foncez. Sinon, vous laissez tomber. Ou vous ajustez l'angle pour que ça rentre dans votre cadre. Ça vous évite de faire des épisodes hors sujet qui vont perdre vos auditeurs ou pire, vous perdre vous-même. Également, une autre chose, moi, ex-enfant de l'ASE, aide sociale à l'enfance, j'ai été arraché des bras de mes parents à mes 1 an. J'ai perdu ma mère d'adoption à mes 15 ans. Comme j'aime dire, je suis arrivé sur Terre, je ne savais pas ce qu'était un couple, je ne savais pas ce qu'était une famille. Aujourd'hui, évoluant au milieu d'une grande famille recomposée, c'est une véritable école en ce qui me concerne. Donc, le couple et la famille sont des sujets également qui me sont confiés, sur lesquels j'ai été obligé de trouver des solutions, d'évoluer, de grandir, au bénéfice aujourd'hui de multitudes d'autres personnes. Je connais des podcasteurs qui ont commencé avec un thème précis, puis qui se sont mis à parler de tout et n'importe quoi parce qu'ils n'avaient pas de ligne claire. Donc, tout est question d'équilibre. Un jour, c'était un épisode sur le marketing. Le lendemain, un épisode sur la méditation. Puis un épisode sur la cuisine. Les auditeurs ne savaient pas ce qu'ils voulaient, ce qu'ils venaient chercher. Et au bout d'un moment, ils ont arrêté d'écouter. Pas parce que le contenu était mauvais, mais parce qu'il n'y avait pas de cohérence. Ma ligne directrice en ce qui me concerne, réveil chrétien en Auvergne, le christianisme, l'évangile. Voilà, Jésus-Christ. Vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans une thématique ultra stricte, mais vous devez avoir une logique, une colonne vertébrale en ce qui me concerne, encore une fois, le christianisme et Jésus-Christ. Quelque chose qui relie vos épisodes entre eux, même si les sujets varient. Ça peut être le ton, l'angle, le public visé ou le type de message que vous voulez faire passer. Tant qu'il y a un fil rouge, les gens suivent. Définir votre ton et vos limites. Votre ligne éditoriale, c'est aussi une question de ton. Est-ce que vous voulez être sérieux ou décalé, pédagogique ou inspirant, direct ou nuancé? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, juste des choix qui vous correspondent ou pas. Mais il faut le poser clairement, parce que ça ne va pas, parce que ça va influencer tout le reste. Ce qui me concerne, en tant que chrétien, je ne peux pas me permettre de rire de tout et de n'importe quoi. Moi, j'ai choisi un ton direct, presque cash. C'est le même choix en ce qui me concerne. Je ne tourne pas autour du pot. Je dis les choses comme je le pense. J'ai un franc-parler en ce qui me concerne également. Et je n'essaye pas d'enrober mes propos pour ne froisser personne. Ce n'est pas pour tout le monde, je le sais. Certains trouvent ça rafraîchissant, d'autres trouvent ça trop brut. Mais au moins, c'est clair. Les gens qui m'écoutent savent à quoi s'attendre. Et ça crée une vraie connexion avec ceux qui apprécient ce ton-là. Vous devez aussi définir vos limites. Qu'est-ce que vous ne ferez jamais dans votre podcast? Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise?
Qu'est-ce qui ne colle pas avec vos valeurs? Notez-le. Ça vous évitera de vous retrouver dans des situations où vous faites quelque chose qui ne vous ressemble pas, juste parce qu'on vous l'a demandé ou parce que c'est tendance. Gardez cette page visible. Une fois que vous avez écrit votre ligne éditoriale, ne la rangez pas dans un coin de votre ordinateur. Imprimez-la ou gardez-la ouverte dans vos documents. Relisez-la régulièrement, surtout au début quand vous allez hésiter, douter ou avoir envie de tester des choses nouvelles. Cette page, c'est votre boussole. Elle vous rappelle qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. En ce qui me concerne, j'ai un document que j'ai appelé Vision Ministère. Et si un jour vous sentez que cette ligne ne vous correspond plus, changez-la. Mais faites-le consciemment, pas par improvisation, pas par lassitude, parce que vous avez vraiment évolué et que vous voulez aller ailleurs. Tant que vous savez où vous allez, tout va bien. Aujourd'hui, prenez 1 heure pour écrire cette page, une seule page, et ensuite, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour passer aux choses concrètes. Chapitre 6, jour 7. Comprendre ce qu'il vous faut vraiment comme matériel. On arrive au moment où beaucoup de gens se perdent, le matériel. Parce que dès qu'on parle de podcast, on imagine des studios avec des micros à 500 €, des tables de mixage, des casques professionnels, des panneaux acoustiques partout sur les murs. Et on se dit qu'il faut tout ça pour commencer. Résultat, on ne commence jamais. Parce qu'on n'a ni le budget, ni l'espace pour installer tout ce bazar. La vérité, c'est que vous n'avez besoin de presque rien. Un micro correct, un ordinateur qui fonctionne et un endroit calme. C'est tout. Le reste, c'est du confort, pas de la nécessité. Et même avec ce minimum, vous pouvez produire un podcast de qualité tout à fait écoutable. Quand j'ai commencé, je voulais bien faire. J'ai passé des heures à lire des articles sur le meilleur matériel pour podcast. J'ai regardé des vidéos YouTube où des gens présentaient leur setup à 2000 €. Je me suis dit qu'il fallait que j'investisse sérieusement si je voulais être pris au sérieux. Puis j'ai réalisé que je n'avais ni l'argent ni l'envie de dépenser autant pour un projet que je n'avais même pas encore testé. Alors j'ai acheté un micro USB à 40 € et j'ai enregistré mes 10 premiers épisodes avec ça. Et ça fonctionnait très bien. Le micro, votre seul vrai investissement. Le micro, c'est le seul équipement où vous devez mettre un minimum d'argent. Parce que si votre son est pourri, personne ne vous écoutera. Les gens peuvent pardonner une intro approximative, un montage basique, même un peu de bruit de fond. Mais un son inaudible, étouffé ou saturé, ça les fait fuir immédiatement. Vous avez 2 grandes familles de micros pour débuter. Les micros USB, qui se branchent directement sur votre ordinateur et qui coûtent entre 40 et 150 €. Et les micros XLR, qui nécessitent une interface audio et qui coûtent un peu plus cher, mais qui offrent une meilleure qualité. Pour commencer, un micro USB suffit largement. Le Blue Yeti, c'est un classique. Il est polyvalent, facile à utiliser et le son est correct. Il coûte autour de 100-120 €. C'est un bon investissement si vous avez le budget. Sinon, vous pouvez trouver des alternatives comme le Samsung K2U ou le Audio-Technica ATR 2100, qui sont moins chers et font très bien le job. Si vous n'avez vraiment aucun budget, vous pouvez même commencer avec le micro de vos écouteurs ou de votre casque. Ça ne sera pas parfait, mais ça peut dépanner pour vos tout premiers tests. L'important, c'est de commencer. Vous améliorez votre matériel plus tard. Si vous en ressentez le besoin. L'ordinateur, celui que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur surpuissant pour faire du podcast. N'importe quel ordinateur capable de faire tourner un logiciel de montage audio fera l'affaire. Que ce soit un PC, un Mac ou même un vieux portable de 5 ans. Tant qu'il démarre et qu'il peut lancer Audacity ou GarageBand, vous êtes bon. Le montage audio, ce n'est pas comme le montage vidéo. Ça ne demande pas des tonnes de RAM, ni une carte graphique de ouf. Un fichier audio, même en haute qualité, c'est léger. Vous pouvez monter un épisode de 30 minutes sur un ordinateur basique sans aucun problème. Si votre ordinateur rame un peu, fermez juste les autres applications pendant que vous montez. Ne gardez que votre logiciel de montage ouvert. Ça devrait suffire. Et si vraiment votre machine est trop vieille et qu'elle bug en permanence,
Vous pouvez toujours enregistrer et monter sur votre téléphone. Il existe des applications comme Anchor, donc A-N-C-H-O-R, ou Ferit, F-E-2-R-I-T-E, qui permettent de tout faire depuis un smartphone. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible. Le casque indispensable pour le montage. Pour enregistrer, vous n'avez pas forcément besoin d'un casque. Certains enregistrent sans, en écoutant juste leur voix dans la pièce. Mais pour le montage, là, c'est indispensable, parce qu'un casque vous permet d'entendre tous les détails de votre enregistrement. Les bruits de bouche, les souffles, les saturations, les moments où le volume baisse. Sans casque, vous ratez la moitié de ces problèmes. Pas besoin d'un casque studio à 300 €. Un casque basique qui isole un minimum du bruit extérieur suffit. Même un casque à 20-30 € fait l'affaire. Pour débuter, l'important c'est qu'il couvre bien vos oreilles et qu'il restitue le son de manière relativement fidèle. Si vous avez déjà un casque ou des écouteurs, testez-les. S'ils sont confortables et que vous entendez bien les nuances, gardez-les. Moi, j'ai utilisé pendant 6 mois un vieux casque que j'avais acheté pour jouer à des jeux vidéo. Il n'avait rien d'exceptionnel, mais il faisait le travail. Quand j'ai voulu améliorer ma qualité de montage, j'ai investi dans un casque semi-pro. Mais au début, l'ancien suffisait largement. Les accessoires utiles, mais pas indispensables. Un filtre anti-pop. C'est un petit rond en tissu qu'on place devant le micro pour éviter les bruits de bouche trop forts, notamment les P et les B. Ça coûte 10 € et c'est vraiment utile. Certains micros en ont un intégré, d'autres non. Si le vôtre n'en a pas, achetez-en un. Ça améliore considérablement la qualité de vos enregistrements. Un support de micro, c'est pratique pour éviter que votre micro bouge ou capte les vibrations de votre bureau. Certains micros sont vendus avec un petit pied, d'autres non. Si vous n'en avez pas, vous pouvez improviser avec une pile de livres ou n'importe quoi qui maintient votre micro stable à la bonne hauteur. Un bras articulé, c'est le luxe. Ça permet de positionner votre micro exactement où vous voulez et de le dégager facilement quand vous n'enregistrez pas. Mais franchement, pour commencer, vous n'en avez pas besoin. Gardez-le pour plus tard si vous sentez que ça vous manque. Oubliez le traitement acoustique pour l'instant. Vous avez peut-être vu des photos de studio avec des mousses acoustiques partout, des panneaux absorbants, des basses, traps, dans les coins. Ça, c'est pour les studios professionnels. Vous n'en avez pas besoin, vraiment pas. Ce qui compte, c'est d'enregistrer dans un endroit calme, avec le moins de réverbération possible. Une chambre avec des meubles, des rideaux, un tapis. C'est déjà très bien. Évitez les pièces vides avec des murs nus et du carrelage, parce que ça résonne. Mais vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour traiter acoustiquement votre espace. Si vraiment vous entendez trop d'écho, quand vous enregistrez, vous pouvez improviser. Enregistrer dans un placard avec des vêtements autour ou sous une couverture. Ça absorbe le son et ça réduit la réverbération. C'est moche, c'est pas pratique, mais ça marche. Certains podcasteurs font ça pendant des mois avant d'investir dans du matériel acoustique. Moi, j'enregistre dans ma chambre d'amis. Il y a un lit, une armoire, des rideaux et c'est suffisant. Parfois, j'entends un peu d'écho, mais rien de dramatique. Et mes auditeurs ne s'en plaignent jamais. Donc, en ce qui me concerne, j'ai mon lieu secret, séparé par un voile de séparation, comme j'aime le dire. C'est un endroit où j'ai mon pupitre, mon ordinateur. Donc, je me rends compte que finalement, j'ai de la chance. Également, suivre les conseils des auditeurs. Je fais un clin d'œil à William qui un jour m'a dit « Mets pas de musique derrière tes lectures de livres parce que ça nous permet de nous concentrer. Mets pas de musique derrière tes lectures parce que ça nous permet de nous concentrer sur le texte et sur les connaissances que tu nous apportes. » Voilà. Donc, j'ai suivi le conseil. Récapitulatif du matériel de base. Pour résumer, voici ce dont vous avez besoin pour commencer. Un micro USB basique, entre 40 et 120 €. Un ordinateur qui fonctionne, un casque ou des écouteurs, un filtre anti-pop, environ 10 €. Un endroit calme pour enregistrer. Total, entre 50 et 150 € selon ce que vous avez déjà. Ce n'est pas énorme, c'est accessible et surtout, c'est largement suffisant pour produire un podcast de qualité correcte. Aujourd'hui, faites le point sur ce que vous avez déjà et ce qu'il vous manque. Ne vous précipitez pas pour acheter le matériel le plus cher. Commencez avec le strict minimum, testez et ajustez plus tard si nécessaire. Un petit conseil personnel, n'oubliez pas également quand vous faites les enregistrements
de prendre une bouteille d'eau. Ça permet de boire, faire des pauses dans les lectures, boire, et ça fluidifie votre bouche. Voilà, tout simplement. Chapitre 7. Jour 8-9, achetez ou récupérez votre équipement de base. Vous savez maintenant ce dont vous avez besoin. Maintenant, il faut passer à l'action. Acheter ce qui vous manque ou récupérer ce que vous avez déjà. Ces 2 jours sont dédiés à rassembler tout votre matériel pour être prêt à enregistrer. Pas dans 3 semaines, pas quand vous aurez le courage, mais maintenant. Beaucoup de gens bloquent à cette étape. Ils savent ce qu'il faut acheter, mais ils repoussent. Parce qu'acheter du matériel, c'est s'engager. C'est dire, OK, je vais vraiment le faire. Et ça fait peur. J'ai un cheminement en ce qui me concerne. J'ai eu une vision de devenir vidéaste pour les agriculteurs, pour ceux qui entendraient cet audio par la suite. Vous êtes agriculteur, vous faites de la vente directe ou vous souhaitez prendre position, apporter un témoignage, contactez-moi. Donc, voilà, j'ai cette vision de devenir vidéaste et ça va me demander de l'achat de matériel. Donc, je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Alors, ils tournent autour. Ils comparent des dizaines de micros. Ils lisent des centaines d'avis. Ils attendent la promo parfaite. Et au final, ils ne passent jamais à l'achat. Moi, j'ai fait ça pendant 2 semaines. Je regardais le même micro tous les jours. Je lisais les mêmes commentaires. Je me demandais si c'était vraiment le bon choix. Puis un soir, je me suis dit, si tu ne l'achètes pas maintenant, tu ne le feras jamais. J'ai cliqué sur commander et 2 jours plus tard, mon micro était là. Et c'est à ce moment-là que tout est devenu réel. Choisir votre micro sans vous perdre. Si vous avez suivi le chapitre précédent, vous savez déjà quel type de micro vous voulez. Maintenant, il faut choisir un modèle précis. Et là, ne passez pas 3 jours à comparer. Prenez le temps de lire quelques avis, de regarder 1 ou 2 vidéos de test et décidez. Les micros USB les plus recommandés pour débuter, ce sont les Blue Yeti, le Samsung Q2U, l'Audio Technica ATR 2100 ou le Rode PodMic. Si vous avez un peu plus de budget et une interface audio. Tous ces micros font très bien le job. Les différences sont minimes pour un débutant. Alors choisissez celui qui rentre dans votre budget et passez commande. Si vous voulez économiser, regardez du côté de l'occasion sur le Bon Coin. Vous trouvez souvent des micros quasi neufs à moitié prix. Donc en ce qui me concerne, le Bon Coin, je suis en train de regarder tout ce qui est matériel de vidéaste et de studio d'enregistrement. Vérifiez juste que le vendeur est sérieux. Demandez quelques photos supplémentaires si besoin et foncez. J'ai acheté mon 2e micro d'occasion et il était impeccable. Si vraiment vous n'avez aucun budget, commencez avec ce que vous avez. Le micro de vos écouteurs Apple, le micro de votre casque gaming, même le micro intégré de votre ordinateur portable. Ce ne sera pas génial, mais ça vous permettra de faire vos premiers tests. Et quand vous aurez mis un peu d'argent de côté, vous investirez dans un vrai micro. Rassemblez le reste du matériel. Pour le casque, si vous n'en avez pas, allez dans n'importe quel magasin d'électronique et prenez-en un basique. 20-30 € suffisent. Testez-le en magasin si possible pour voir s'il est confortable. Parce que vous allez le porter pendant des heures. Et un casque inconfortable, c'est l'enfer. Pour le filtre anti-pop, commandez-en un en même temps que votre micro. Ça coûte 10 € et ça se trouve partout. Si vous commandez en ligne, groupez vos achats pour éviter les frais de port multiples. Pour le support de micro, vérifiez si votre micro est vendu avec un pied. Souvent, les micros USB incluent un petit trépied basique. Ce n'est pas le plus pratique, mais ça dépanne. Si vous voulez quelque chose de mieux, vous pouvez acheter un bras articulé plus tard. Mais pour l'instant, le pied de base suffit. Installez un logiciel de montage. Pendant que vous attendez la livraison de votre matériel, profitez-en pour installer votre logiciel de montage. Téléchargez Audacity si vous êtes sur PC ou GarageBand si vous êtes sur Mac. Les 2 sont gratuits et largement suffisants pour commencer. Lancez le logiciel, explorez un peu l'interface. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Juste de vous familiariser avec l'outil. Ouvrez quelques menus. Regardez où sont les boutons principaux. Testez l'import d'un fichier audio si vous en avez un. L'idée, c'est de ne pas être complètement perdu quand vous enregistrerez votre premier épisode. Il existe plein de tutoriels sur YouTube pour apprendre les bases d'Audacity ou GarageBand. Regardez-en un
ou deux, juste pour comprendre comment importer, couper et exporter un fichier. Ça vous prendra une demi-heure maximum et ça vous évitera de galérer le jour J. Testez votre matériel dès réception. Quand votre micro arrive, ne le laissez pas dans son carton pendant 3 jours. Déballez-le tout de suite, branchez-le et testez-le. Ouvrez votre logiciel de montage, configurez votre micro comme source d'entrée audio et enregistrez quelques phrases. N'importe quoi, juste pour vérifier que tout fonctionne. Si le son est bizarre, trop faible ou saturé, c'est peut-être un problème de réglage. Vérifiez les paramètres de votre logiciel, ajustez le gain de votre micro. Testez différentes distances entre votre bouche et le micro. Souvent, c'est juste une question de réglage. Si vraiment le micro ne fonctionne pas, contactez le vendeur ou le service après-vente immédiatement. Ne perdez pas de temps à bricoler pendant des jours. Soit vous trouvez une solution rapidement, soit vous renvoyez et vous en commandez un autre. Créez votre premier fichier test. Une fois que tout fonctionne, enregistrez un petit fichier test. Pas besoin de préparer quoi que ce soit, improvisez. Parlez de votre journée. Racontez ce que vous avez mangé ce midi. Décrivez la pièce dans laquelle vous êtes. Parlez pendant 2 ou 3 minutes, puis arrêtez l'enregistrement. Écoutez ce que vous avez enregistré avec un casque pour bien entendre tous les détails. Est-ce que le son est clair? Est-ce qu'on entend trop de bruit de fond? Est-ce que votre voix est naturelle ou étouffée? Notez ce qui va et ce qui ne va pas. Si vous entendez des bruits bizarres, identifiez leur source. Ça peut être votre ordinateur qui ventile, la circulation dehors, un frigo qui tourne, des oiseaux. Essayez de réduire ces bruits autant que possible. Fermez les fenêtres, éloignez votre micro de l'ordinateur. Éteignez ce qui peut l'être. En ce qui me concerne, je suis en train de penser qu'il faut peut-être que j'éloigne le micro de mon ordinateur. Refaites un test après avoir réduit les bruits. Comparez avec le premier. Si c'est mieux, vous êtes sur la bonne voie. Si c'est pareil, ce n'est pas dramatique. Vous apprendrez à gérer au montage. Ne pas chercher la perfection tout de suite. Votre premier test ne sera pas parfait. Votre voix va vous paraître bizarre. Vous allez entendre des défauts partout. C'est normal. Personne n'enregistre un son impeccable du premier coup. Ce qui compte, c'est que ça soit audible, que votre voix soit claire, que le volume soit correct et qu'il n'y ait pas de gros problèmes techniques. Le reste, vous l'améliorerez avec le temps, en ajustant vos réglages, en trouvant la bonne distance avec le micro, en apprenant à mieux articuler. Mais pour l'instant, acceptez que ce soit imparfait, parce que c'est en enregistrant qu'on apprend à enregistrer, pas en lisant des guides. Je suis complètement d'accord avec ça, c'est en faisant qu'on apprend. Moi, mes premiers tests étaient pourris. On entendait le bruit de ma rue, ma voix était trop basse, et je respirais comme un phoque. Mais au lieu de tout refaire, j'ai noté ce qui clochait et j'ai ajusté petit à petit. Au bout de quelques tests, c'était déjà beaucoup mieux. Aujourd'hui et demain, mettez tout en place. Achetez ce qui manque. Installez vos logiciels. Faites vos premiers tests. À la fin de ces 2 jours, vous devez avoir tout votre matériel prêt et fonctionnel. Parce que dès demain, vous allez passer aux choses sérieuses. Chapitre 8, jour 10. Installez votre espace d'enregistrement. Vous avez votre matériel. Maintenant, il faut créer un espace où vous allez enregistrer régulièrement. Pas un studio professionnel, juste un coin de votre appartement ou de votre maison où vous pourrez vous installer et enregistrer sans être dérangé. Un endroit que vous allez associer mentalement à votre podcast et où vous pourrez revenir à chaque fois que vous aurez un épisode à produire. Beaucoup de gens négligent cette étape. Ils enregistrent un coup dans leur chambre, un coup dans le salon, un coup à la cuisine. Résultat, le son n'est jamais le même. Ils perdent du temps à tout réinstaller à chaque fois. Et ils n'arrivent pas à créer une routine. Alors en ce qui me concerne, j'ai mon lieu secret avec mon pupitre d'enregistrement où j'ai mon PC fixe, mon micro, ma caméra, ma bibliothèque juste derrière moi, etc., etc. Voilà. Donc un lieu où je me retrouve pour chaque enregistrement. Un lieu qui est fixe. Parce que quand vous n'avez pas d'espace dédié, vous devez tout reconfigurer à chaque session. Et ça, c'est épuisant. Moi, au début, j'enregistrais n'importe où, selon mon humeur, selon où il y avait le moindre bruit. Puis, je me suis rendu compte que ça me faisait perdre un temps fou. Installer le micro, régler la hauteur, brancher le casque, vérifier le son, à chaque fois, ça me prenait 20 minutes. Alors, j'ai décidé de dédier un coin de ma chambre d'amis au podcast.
J'ai laissé mon micro installé, mon casque à côté et mon ordinateur toujours prêt. Depuis, je gagne un temps fou. En effet, de mon côté, je le confirme également. Quand on a juste l'ordinateur allumé, s'asseoir et ouvrir le livre, alors il y a un temps énorme qui est gagné. Choisir la bonne pièce. Idéalement, vous voulez une pièce calme, avec un peu de réverbération. Une chambre avec des meubles, c'est parfait. Un salon avec des canapés et des rideaux, ça marche aussi. Évitez les pièces vides avec des murs nus, parce que ça résonne. Évitez aussi les pièces trop près de la rue, si vous habitez dans un endroit bruyant. Si vous vivez dans un studio, vous n'avez peut-être qu'une seule pièce. Ce n'est pas grave. Trouvez le coin le plus calme, celui qui est le plus éloigné de la rue ou des voisins bruyants. Vous pouvez aussi enregistrer à des moments précis de la journée, quand il y a moins de bruit. Tôt le matin, tard le soir ou en milieu d'après-midi, selon votre environnement. Testez plusieurs endroits si vous hésitez. Enregistrez un petit bout dans chaque pièce, écoutez et comparez. Vous verrez rapidement lequel donne le meilleur son. Parfois, c'est surprenant, une pièce que vous pensiez bruyante peut en fait être très calme à certaines heures. Installez votre micro de manière fixe, donc c'est mon cas également. Si possible, laissez votre micro installé. Trouvez-lui une place sur un bureau, une table ou une étagère. Ajustez la hauteur pour que le micro soit à peu près au niveau de votre bouche quand vous êtes assis. Fixez le filtre anti-pop devant. Une fois que c'est en place, ne bougez plus rien. Et également pour protéger votre micro, moi c'est ce que je fais de mon côté, de garder un film plastique pour le recouvrir à la fin de chaque enregistrement. Ça protégera le micro de toute poussière qui pourrait nuire à son fonctionnement par la suite. Ça vous évite de tout réinstaller à chaque fois. Vous vous asseyez, vous lancez votre logiciel et vous enregistrez. Pas besoin de réajuster quoi que ce soit. Ça enlève une friction énorme et ça rend l'enregistrement beaucoup plus fluide. Si vous ne pouvez vraiment pas laisser votre micro installé parce que vous utilisez le même bureau pour autre chose, au moins rangez tout votre matériel au même endroit. Micro, casque, câble, tout dans une boîte ou un tiroir. Comme ça, quand vous voulez enregistrer, vous sortez tout, vous installez et vous êtes prêt en 5 minutes. Et quel confort, je le confirme encore une fois de mon côté. Réduire les sources de bruit. Avant d'enregistrer, faites un tour de votre espace et identifiez tout ce qui peut faire du bruit. Votre ordinateur qui ventile fort, un frigo qui tourne, une horloge qui tic-tac, des voisins qui parlent fort. Notez tout. Ensuite, éliminez ce que vous pouvez éliminer. Fermez la fenêtre si le bruit vient de dehors. Éloignez votre micro de votre ordinateur si vous entendez la ventilation. Enlevez l'horloge de la pièce. Éteignez votre téléphone. Mettez-le vraiment en silencieux, pas juste en vibreur. Pour les bruits que vous ne pouvez pas éliminer, comme les voisins ou la circulation, enregistrez au moment où c'est le plus calme. Tôt le matin, avant que tout le monde se lève. Tard le soir, quand les gens sont couchés. Le dimanche après-midi, quand la rue est vide. Chaque environnement a ses moments calmes. Il suffit de les identifier. Moi, j'enregistre toujours après 21h, parce qu'à cette heure-là, mes voisins sont tranquilles. Il n'y a presque plus de circulation. Et ma compagne est dans une autre pièce. C'est mon créneau silencieux. Je m'y suis habitué et maintenant, dès que j'enregistre à un autre moment, je trouve qu'il y a trop de bruit. Créer une ambiance propice. Votre espace d'enregistrement, ce n'est pas juste une question de technique. C'est aussi une question d'ambiance. Vous devez vous sentir bien dans cet endroit. Parce que si vous vous sentez mal à l'aise, oppressé ou stressé, ça va s'entendre dans votre voix. Ajustez la lumière. Pas trop forte, pas trop faible. Quelque chose de confortable pour vos yeux. Mettez une lampe d'appoint si la lumière du plafond est trop agressive. Aérez la pièce avant d'enregistrer pour avoir de l'air frais. Réglez la température si vous le pouvez. Parce qu'enregistrer en ayant trop chaud ou trop froid, c'est désagréable. Merci à ma petite femme qui m'a acheté il y a quelques Noëls, qui m'a offert il y a quelques Noëls une couverture chauffante que j'ai mis sur mon siège de lecture qui me permet de me chauffer quand il fait un peu plus frais. Enlevez tout ce qui peut vous distraire. Les notifications de votre ordinateur, votre téléphone, les objets qui traînent sur votre bureau. Vous voulez un espace épuré où vous pouvez vous concentrer uniquement sur votre enregistrement. Certains podcasteurs mettent une petite bouteille d'eau à portée de main, ce que je vous disais tout à l'heure. D'autres ont leurs notes imprimées devant eux. D'autres encore ont un chronomètre pour garder un œil sur la durée. Organisez votre espace selon vos besoins pour que tout soit à portée de main sans avoir à bouger.
Testez votre installation complète. Une fois que tout est en place, faites un test grandeur nature. Asseyez-vous, lancez votre logiciel de montage, vérifiez que votre micro est bien détecté, enregistrez quelques minutes en conditions réelles, parlez normalement à votre rythme habituel et écoutez le résultat. Si tout va bien, notez vos réglages, la distance entre vous et le micro, le gain de votre micro, le volume de votre logiciel. Comme ça, la prochaine fois, vous pourrez reproduire exactement la même configuration. Vous ne perdez pas de temps à chercher les bons réglages. Vous saurez déjà ce qui fonctionne. Si quelque chose cloche, ajustez. Rapprochez ou éloignez le micro. Baissez ou montez le gain. Changez de position sur votre chaise. Testez jusqu'à ce que vous trouviez la configuration qui donne le meilleur son. Moi, j'ai passé une demi-journée à peaufiner mon installation. J'ai testé 10 positions différentes pour mon micro, 3 distances différentes, plusieurs réglages de gain. À la fin, j'ai trouvé la configuration parfaite. Et depuis, je ne change plus rien. Aujourd'hui, créez votre espace, installez tout, testez tout, ajustez tout. À la fin de la journée, vous devez avoir un coin prêt à l'emploi où vous pourrez enregistrer à tout moment sans avoir à réinstaller quoi que ce soit. Je vous fais une petite lecture concernant le réglage d'un micro pour un podcast. Bien régler son micro de streaming, guide complet. Le streaming est devenu une activité essentielle pour de nombreux créateurs de contenu, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de podcasts ou de musique. Une qualité audio irréprochable est indispensable pour captiver l'audience. L'un des éléments clés de cette qualité sonore est le microphone. Un micro mal réglé peut ruiner la performance d'un stream, rendant l'expérience désagréable pour les spectateurs. Voici les différentes étapes nécessaires pour bien configurer votre micro de streaming et obtenir un son clair et professionnel. Choisir le bon microphone pour le streaming. Le type de micro que vous choisirez influencera directement le résultat sonore que vous obtiendrez pendant vos sessions de streaming. Microphone à condensateur. Les micros à condensateur sont les plus populaires pour les streamers. Leur capacité à capter les nuances détaillées et à offrir une qualité audio haute définition les rend idéaux pour un environnement silencieux. Ces microphones captent une large gamme de fréquences et restituent la voix avec une grande précision. Ils sont parfaits si vous êtes dans une pièce relativement calme et si vous souhaitez un son précis sans artifice. Leur point faible reste leur sensibilité au bruit ambiant. En effet, tout son extérieur, qu'il provienne d'un ventilateur ou d'un clavier mécanique, pourra être capté. Pour trouver le meilleur micro streaming, consultez les sites internet. Microphone dynamique. Les micros dynamiques sont plus adaptés aux environnements bruyants. Leur design leur permet de capter moins de bruit extérieur, tout en restant robuste face aux changements physiques. Ce type de micro est moins sensible que les condensateurs et permet de maintenir une bonne qualité audio. Leur son est un peu plus sec et direct. Cela convient à certaines voix ou à certains types de streaming, comme le gaming. Pour ceux qui streament dans des espaces partagés ou qui enregistrent avec un grand nombre de périphériques en marche, un micro dynamique sera donc une option judicieuse. Un casque gaming, dont les meilleurs sont exposés sur le site casquegaming.com, complète parfaitement un microphone dynamique. Positionnez correctement le microphone. La distance et l'angle du microphone peuvent modifier drastiquement la manière dont votre voix est captée. La distance idéale entre le micro et la bouche. Qu'il s'agisse d'un micro gamer ou d'un micro pour streaming, sa position par rapport à votre bouche joue un rôle essentiel dans la qualité de l'enregistrement. Un placement trop proche entraîne des distorsions, notamment des bruits de souffle ou des plosives. En revanche, si le micro est trop éloigné, la voix sera moins présente et les détails seront perdus. La règle générale est de placer votre micro à environ 15-20 cm de votre bouche. Cela permet de capter le son de manière claire sans surcharger le micro avec des bruits indésirables. N'oubliez pas de maintenir une position stable pendant vos sessions pour éviter les variations de son. La direction et l'orientation du microphone. De nombreux micros sont directionnels, c'est-à-dire qu'ils captent le son principalement dans une direction spécifique. Si votre micro est un modèle cardioïde, il est conçu pour capter le son venant de l'avant. Il est donc essentiel de l'orienter correctement vers votre bouche.
L'angle doit être légèrement incliné pour capter la voix de façon naturelle et éviter les bruits parasites, comme ceux de la respiration. Il est également recommandé d'éviter de parler directement dans la grille du micro, car cela peut engendrer des distorsions, surtout si vous utilisez un micro à condensateur. La limitation des vibrations. Pour garantir une qualité sonore optimale, réduisez au maximum les vibrations et les bruits mécaniques, tels que ceux provenant du bureau ou du mouvement de la souris. Pour cela, un support anti-choc est fortement recommandé. Ce dispositif suspend le micro sur des ressorts ou des coussinets, ce qui permet de limiter la transmission des vibrations. En outre, l'utilisation d'un bras articulé permet de positionner le micro de manière flexible, tout en évitant le bruit de manipulation. Ce genre d'équipement contribue à un son plus propre et plus clair tout en offrant une plus grande liberté de mouvement lors des sessions. Utilisez un filtre anti-pop. Les plosives sont un phénomène courant lorsqu'on parle directement dans un microphone, surtout avec des micros très sensibles. Le fonctionnement d'un filtre anti-pop. Un filtre anti-pop est un accessoire en maillage fin que l'on place devant la capsule du micro pour absorber l'air en excès lors de l'articulation des sons comme les P et B. Sans ce filtre, ces sons peuvent provoquer des distorsions et des bruits désagréables pour l'auditeur. Ce petit accessoire est très utile, surtout pour les micros à condensateur qui captent chaque nuance sonore. En l'utilisant, vous obtiendrez une voix plus nette, sans les bruits de souffle ou les pics soudains de volume causés par les plosives. Le choix du filtre adapté. Tous les filtres anti-pop ne sont pas identiques. Certains sont conçus pour des micros à condensateur, tandis que d'autres sont spécifiquement faits pour les micros dynamiques. Il est important de choisir un filtre qui s'adapte bien à votre modèle de micro pour garantir son efficacité. Les filtres anti-pop se fixent généralement sur un bras articulé ou un pied de micro. Mais il en existe aussi des versions à pince qui se placent facilement entre la bouche et le micro. Peu importe le modèle choisi, cet accessoire est essentiel pour offrir une expérience d'écoute optimale à votre public. Configurer le gain du microphone. Le gain du micro joue un rôle essentiel dans la captation du son et peut modifier drastiquement la manière dont la voix est enregistrée. L'ajustement du niveau du gain. L'ajustement du gain est l'une des étapes les plus délicates dans la configuration d'un micro. Un gain trop élevé entraînera une saturation du son, ce qui peut rendre la voix difficile à comprendre et créer des distorsions. A l'inverse, un gain trop faible rendra votre voix inaudible ou trop lointaine. Il est donc essentiel de trouver un juste milieu. Commencez par le régler à un niveau moyen, puis ajustez-le en fonction de votre voix et des conditions d'enregistrement. Testez plusieurs réglages avant de décider de celui qui vous convient le mieux. L'utilisation d'un logiciel pour affiner les niveaux. En plus de régler le gain directement sur le micro, les logiciels de streaming comme OBS ou Streamlabs offrent la possibilité de contrôler les niveaux d'entrée audio. Vous pouvez ainsi ajuster le volume en temps réel, ce qui est très utile pour éviter des pics de son qui pourraient perturber l'écoute. Il est recommandé de maintenir les niveaux dans une plage optimale, en veillant à ce que le volume reste constant tout au long du stream. La visualisation des niveaux en temps réel vous permettra également de repérer rapidement toute variation ou saturation dans le son. Ajustez les paramètres dans le logiciel de streaming. Une fois que votre micro est bien installé et positionné, il est temps de passer au réglage au sein de votre logiciel de streaming. Légalisation EQ, ajuster les fréquences. L'égalisation est un outil essentiel pour personnaliser le son de votre voix. Cela permet de modifier certaines plages de fréquences pour obtenir un rendu plus adapté à votre style de streaming. Si vous avez une voix basse, vous pouvez couper les basses fréquences pour éviter que le son ne devienne trop lourd. De même, si vous avez une voix plus aiguë, vous pouvez atténuer les hautes fréquences pour adoucir le ton. Il est recommandé de ne pas effectuer de changements drastiques, mais plutôt d'opérer des ajustements légers pour améliorer la clarté du son. La compression, équilibrer les volumes. La compression permet de réduire la différence de volume entre les sons forts et faibles. Cela évite que votre voix ne soit trop forte par moment, puis presque inaudible à d'autres. Si vous criez ou éclatez de rire pendant votre stream, la compression
adoucira ses pics sonores. Inversement, si votre voix est faible ou tremblante, la compression agira pour amplifier sans déformer le son. Il est conseillé de paramétrer la compression avec un ratio modéré autour de 3:1 ou 4:1. Testez les réglages avant chaque stream pour vous assurer que le son reste agréable et clair. C'est aussi un excellent moyen d'assurer une communication claire, notamment si vous utilisez votre stream pour promouvoir votre business en ligne. Le bouton qui permet de régler le gain se trouve en haut de chaque tranche. Le gain permet de réguler la quantité du niveau entrée, qu'il s'agisse d'un micro ou d'un instrument. Chaque appareil audio émet un niveau signal sonore différent. Chapitre 9, jours 11 et 12, faire vos premiers tests audio et accepter que ce soit bizarre. On arrive au moment de vérité. Vous allez enregistrer pour de vrai. Pas pour tester le matériel, pas pour vérifier le son, mais pour vous entraîner à parler dans un micro comme si vous enregistriez un vrai épisode. Et c'est là que ça devient bizarre, parce que parler tout seul face à un micro sans personne en face de vous, c'est déstabilisant. On en prend l'habitude. Votre voix sonne étrange. Vous ne savez pas où regarder. Vous avez l'impression de parler dans le vide. Tout ça, c'est normal. Quand j'ai fait mes premiers tests, je me suis senti ridicule. J'ai commencé à parler et au bout de 10 secondes, je me suis arrêté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai recommencé et c'était pareil. Je n'arrivais pas à trouver un ton naturel. J'avais l'impression de réciter ou de jouer un rôle. Puis je me suis forcé à continuer et petit à petit, c'est devenu moins bizarre, moins artificiel, plus fluide. Ces 2 jours, vous allez vivre la même chose et vous allez devoir accepter que ce soit inconfortable au début, parce que c'est en faisant que vous allez vous habituer. Choisir des sujets faciles pour vos tests. Pour vos premiers tests, ne choisissez pas des sujets compliqués ou abstraits. Prenez des choses simples, que vous connaissez bien et sur lesquelles vous pouvez parler facilement. Racontez votre journée, expliquez comment vous avez découvert le podcasting, décrivez votre film préféré, parlez de votre dernier voyage. L'objectif, ce n'est pas de produire du contenu utilisable, c'est juste de vous habituer à parler dans un micro, de trouver votre débit, votre ton, votre rythme, de vous sentir à l'aise avec le processus. Lancez votre logiciel, appuyez sur enregistrer et parlez pendant 5 minutes, sans vous arrêter, sans recommencer, juste parler. Peu importe si vous faites des erreurs, si vous cherchez vos mots, si vous partez dans des digressions. L'important, c'est de tenir 5 minutes d'enregistrement continu. Au début, ça va vous paraître interminable. 5 minutes, c'est long quand on parle tout seul, mais c'est un bon exercice. Ça vous apprend à gérer le silence, à rebondir quand vous perdez le fil, à continuer même quand vous ne savez plus trop quoi dire. Écoutez vos tests sans vous juger trop durement. Une fois que vous avez enregistré, écoutez avec votre casque, votre casque en entier. Oui, ça va être gênant. Oui, vous allez détester votre voix. Oui, vous allez trouver que vous parlez bizarrement. Tout le monde passe par là. Personne n'aime sa voix enregistrée au début, parce qu'on ne l'entend jamais comme ça dans la vraie vie. Mais au-delà de cette gêne naturelle, essayez d'identifier ce qui va et ce qui ne va pas. Est-ce que vous parlez trop vite, trop lentement? Est-ce que vous articulez bien? Est-ce qu'il y a des moments où l'on ne vous comprend pas? Est-ce que vous faites des pauses naturelles ou est-ce que vous parlez sans respirer? Notez tout ça. Pas pour vous démoraliser, mais pour progresser. Si vous parlez trop vite, vous ralentirez au prochain test. Si vous n'articulez pas assez, vous ferez attention. Chaque test vous apprend quelque chose. Moi, en écoutant mes premiers tests, j'ai réalisé que je disais toutes les 3 phrases. Moi, c'était en fait. Et je parlais beaucoup trop vite. Du coup, j'ai fait un effort conscient pour ralentir et pour éviter de dire à chaque fois que je cherchais mes mots. Ça m'a pris du temps, mais ça a amélioré mes enregistrements. Refaire des tests en ajustant. Une fois que vous avez identifié ce qui cloche, refaites un test en essayant de corriger. Prenez un nouveau sujet ou reprenez le même et enregistrez à nouveau 5 minutes. Cette fois, essayez d'intégrer les ajustements. Parlez plus lentement, mieux articuler, faire des pauses, éviter vos tics de langage. Écoutez ce deuxième test. Comparez avec le premier. Est-ce que c'est mieux? Même un peu. Si oui, vous progressez. Sinon, ce n'est pas grave. Réessayez.
Faites un troisième test, un quatrième, jusqu'à ce que vous sentiez que vous commencez à être à l'aise. L'idée, c'est de faire assez de tests pour que parler dans un micro devienne naturel, que vous n'ayez plus à y penser, que ça devienne un geste automatique, comme parler au téléphone ou discuter avec un ami. Certains ont besoin de 5 tests pour y arriver, d'autres de 20. Ça dépend de votre aisance à l'oral, de votre confiance en vous, de votre capacité à vous détacher du jugement. Mais tout le monde y arrive, c'est juste une question de répétition. Expérimentez différents tons. Profitez de ces tests pour essayer différents tons. Enregistrez un test où vous parlez de manière très posée, presque solennelle. Puis un autre où vous parlez de manière décontractée, comme si vous racontiez une histoire à un pote. Puis un autre où vous êtes très pédagogique en expliquant quelque chose étape par étape. Écoutez ces différents tests et demandez-vous lequel me ressemble le plus, lequel me semble le plus naturel, lequel correspond le mieux au ton que je veux donner à mon podcast. Parce que votre ton, c'est une partie de votre identité. Et il faut que ce soit un ton dans lequel vous vous sentez bien. Moi, j'ai testé 3 tons différents. Un ton très sérieux, presque académique. Un ton très léger, presque humoristique. Et un ton direct, sans fioriture. Le troisième, c'était celui qui me correspondait le mieux. Alors, c'est celui que j'ai gardé. Vous n'êtes pas obligé de verrouiller votre ton dès maintenant. Vous pouvez encore l'ajuster plus tard, mais avoir une idée de ce qui fonctionne pour vous, ça aide. Acceptez l'inconfort. Parler dans un micro, c'est bizarre. Ça le sera toujours un peu, même après des mois de podcast, mais c'est normal. Vous parlez à des gens que vous ne voyez pas, qui ne vous répondent pas, et vous ne savez pas vraiment s'ils écoutent. C'est une forme de communication étrange, et il faut s'y habituer. Ce qui aide, c'est d'imaginer que vous parlez à quelqu'un de précis, votre auditeur idéal, celui que vous avez défini en jour 3, ou un ami, un collègue, quelqu'un de réel. Visualisez cette personne et parlez-lui comme si elle était en face de vous. Ça rend le discours plus naturel, plus humain, moins artificiel. Moi, je parle à un ancien collègue. Je l'imagine assis en face de moi, qui m'écoute avec attention. Et du coup, je ne parle plus dans le vide. Je parle à quelqu'un. Et ça change tout. Ces 2 jours, faites autant de tests que nécessaire. Enregistrez, écoutez, ajustez, recommencez. À la fin, vous devez vous sentir à peu près à l'aise avec le processus. Pas parfait, mais à l'aise. Voilà pour aujourd'hui. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus.